attardant maintenant sur un deuxième texte. Donc pour toute la présentation générale, alors pas de Montesquieu lui-même, mais plutôt de la philosophie de Montesquieu, ou du moins des grands principes défendus par Montesquieu, je vous renvoie à la première vidéo donc, qui était consacrée à cela dans l'introduction. Donc nous reprenons sans plus attendre avec ce deuxième texte. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par le lire et par la suite, nous allons donc le découper par plusieurs parties. Donc la liberté philosophique consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins, s'il faut parler dans tous les systèmes, dans l'opinion où l'on est que l'on constate sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sûreté. Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. Les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquérera dans d'autres, sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. Ce n'est que sur la pratique de ces connaissances que la liberté peut être fondée. Et, dans un État qui aurait là-dessus les meilleures lois possibles, un homme à qui on ferait son procès et qui devrait être pendu le lendemain serait plus libre qu'un Bacha ne l'est en Turquie. Alors voilà pour la lecture générale du texte. Maintenant, intéressons-nous à plusieurs parties. Donc, premièrement, cette première division, avec deux petits paragraphes. Donc, le premier, avec les définitions de liberté. Premièrement, donc, il nous parle de liberté philosophique. Donc, déjà, on peut voir que, ou on peut en déduire, avec cette liberté philosophique, qu'il y a plusieurs libertés. Et par la suite, quand il nous parle de liberté politique, ça confirme ce qu'on pourrait nous dire, c'est-à-dire qu'en effet, pour Montesquieu, la liberté, même si la liberté prend un L majuscule, la liberté recouvre en réalité différentes libertés. La liberté philosophique, la liberté politique. Aujourd'hui, on a également la liberté de la presse. Voilà. Bon. Et toutes ces libertés-là sont regroupées sous un seul nom, avec un L majuscule, liberté, qui est la devise, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, le liberté qu'il y a dans la devise, on ne vise pas forcément une liberté en particulier, c'est un ensemble de libertés. Donc ici, la liberté philosophique, donc il nous explique, consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins, s'il faut parler dans tous les systèmes, dans l'opinion où l'on est que l'on constate sa volonté. Donc ici, il nous donne en réalité une définition de la liberté philosophique. Donc il y a la notion, je vous en avais parlé la dernière fois, de volonté, cette volonté qu'on retrouvera beaucoup chez Kant. Cette même volonté, on en parlait, mais dans un autre contexte la dernière fois, avec l'intérêt général. Il y avait cette idée également de volonté. Et donc justement, c'est consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins, donc s'il faut parler dans tous les systèmes, donc c'est-à-dire que tous les systèmes, ce qu'on peut comprendre par système, c'est système politique. Alors je vous rappelle qu'il y en a trois bien définis, disons, chez Montesquieu. La démocratie, enfin, je l'associe plutôt à la République, la monarchie et l'autocratie. Et donc ces trois-là vont se confondre dans ce qu'il appelle système. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut parler dans tous les systèmes. Donc c'est-à-dire qu'il comprend, il admet plutôt
que la liberté philosophique pourrait exister aussi bien dans une autocratie que dans une république. Mais on peut bien comprendre qu'il y a une différence qui s'opère entre ces différents régimes, parce que si la liberté philosophique était la même dans tous les régimes politiques, ou ce qu'il appelle système, il n'émettrait pas de différence. Il ne dirait pas, entre parenthèses, c'est pas moi qui le rajoute, hein, c'est le texte original, il ne dirait pas entre parenthèses s'il faut parler dans tous les systèmes. S'il le précise, c'est que d'une part, il y a la volonté de le préciser, il y a la volonté de le démarquer. Hein, il pourrait très bien ne pas le préciser et partir du principe que bien l'inconscient collectif ferait son comment on pourrait dire ça, l'inconscient collectif ferait son travail, disons-nous, et puis serait bien que la liberté philosophique n'est pas assurée, ou du moins pas forcément entièrement, dans des régimes monarchiques et autocratiques. Bon. Et bien non, là, il prend la décision de bien vouloir le démarquer. Donc c'est pour ça qu'il précise entre parenthèses qu'il faut parler dans tous les systèmes. Donc, on peut dire que dans un régime républicain, la liberté philosophique consiste en l'exercice de sa volonté. Donc la volonté, c'est en soi ce qu'on peut vouloir. C'est son intérêt. Donc là, il n'est plus forcément question d'intérêt général. Ne précise pas que c'est la volonté générale. Donc ici, volonté, on peut l'interpréter comme un souhait, un vœu. Bon. Ou du moins, entre parenthèses, donc s'il faut parler dans tous les systèmes, ou du moins dans l'opinion où l'on est, que l'on constate sa volonté. Donc, dans un régime démocratique républicain, l'exercice de sa volonté peut être possible. Dans un régime monarchique, autocratique, on est plus dans une opinion. Donc, on ne la formule pas vraiment comme une volonté, ou du moins, elle ne peut pas être formulée comme volonté. Et ça en revient également à ce qu'on avait un petit peu évoqué dans le premier texte, même s'il était centré plutôt sur l'éducation. Mais il y avait l'idée de liberté qui était sous-entendue. Donc ici, la liberté philosophique ne peut pas être pleinement exprimée dans tous les systèmes, et donc on peut imaginer qu'il vise plutôt l'autocratie et la monarchie. Donc ensuite, il nous met une deuxième liberté, la liberté politique. Et donc, il nous dit la liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de la sûreté. Donc on est sur une liberté plus pragmatique, plus matérialiste en soi, puisque liberté philosophique, on pourrait associer ça, sans faire de référence à Florent Pagny, à la liberté de penser en soi. La liberté de penser peut être associée à la liberté philosophique. La liberté philosophique, c'est, comme on est en train de le faire en soi actuellement, d'avoir un regard critique aussi, de savoir analyser, mais surtout de pouvoir se forger une opinion, de pouvoir se forger une philosophie. Bon. Ici, on peut imaginer que c'est ce qu'il entend par liberté philosophique. Liberté d'être d'accord ou pas d'accord, liberté de penser un petit peu ce qu'on veut. Avec la liberté politique, on est sur quelque chose de plus concret. Donc la liberté politique, ça consiste dans la sûreté. Donc il ne nous dit pas forcément que c'est la liberté, on a le droit de dire ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, quand on lit ça, la sûreté, c'est une protection. Voilà.
La police est là pour la sûreté, normalement, hein, des agents de sûreté. Donc, la liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sûreté. Oui. Une fois de plus, dans les régimes monarchiques ou autocratiques, la sûreté n'est pas forcément la même. Certains considèrent que la sûreté est très bonne dans un régime autocratique, d'autres considèrent qu'elle n'est pas bonne. Hein, voilà. Et cette idée ressurgira bien plus tard avec les différents régimes totalitaires. Certains considérant qu'il n'y a aucun problème dans les régimes totalitaires, et ceux qui subissent ce régime totalitaire considèrent que, en soi, la sûreté n'est pas là. Ensuite, deuxième petit paragraphe, où il revient sur cette sûreté. Donc cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. Donc, la liberté politique est là pour amener la sûreté, mais il nous dit que la sûreté, elle est attaquée dans deux domaines, le public et le privé. Et par la suite, il nous dit, c'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. Donc ici intervient le concept de loi fondamental chez Montesquieu, il parle de loi même criminelle. Donc cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend la liberté du citoyen. Donc c'est-à-dire que la bonté, c'est, on peut, enfin du moins moi je le comprends comme ça, cette idée de bonté, c'est la même idée que la grâce ou de la bienveillance. Donc c'est-à-dire que pour que la liberté du citoyen soit assurée, les lois doivent se contenter de faire leur travail en soi. Et donc leur travail, c'est bien sûr d'assurer le bon fonctionnement de la sûreté, mais c'est évidemment ne pas non plus tomber dans un extrémisme. Il ne faut pas être trop extrême sans être trop laxiste. Pardon. Et c'est là ce que nous dit Montesquieu. Et en atteignant un juste milieu, où la loi fait régner la sûreté, donc du fait que cette sûreté règne, la liberté politique est possible, donc le débat est possible, donc des idées peuvent se confronter sur la scène politique, et donc si les idées se confrontent, de par le fait, c'est que la liberté philosophique existe. Donc vous avez ici, si vous voulez, c'est une sorte de chaîne, de réaction en chaîne même. Il déconstruit un petit peu, si vous voulez, l'arsenal, si on peut appeler ça comme ça, de la liberté. Et pour Montesquieu, tout part de la loi, puisque ça fait la même chaîne que je vous ai dit. Donc pour Montesquieu, pour que la liberté philosophique, la liberté politique et en même temps la liberté du citoyen soit assurée, il faut d'une part des lois, et il faut que ces lois, on pourrait dire ça, fonctionnent bien, si vous voulez, où il n'y ait pas d'excès. Donc deuxième partie, une petite phrase, le texte a été coupé par la suite. Les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Bon, ce qui revient, on revient aux lois criminelles juste avant. Là, ce qui nous explique simplement, c'est que les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. C'est que les lois
ont mis longtemps à évoluer et vont encore évoluer sous Montesquieu et bien après Montesquieu. Mais aussi, on peut comprendre ça comme enfin, du moins je l'interpréterai comme ça, moi, ne pas forcément blâmer les anciennes lois ou les anciennes coutumes judiciaires, d'admettre que les lois d'avant, bon, avaient des défauts, mais ne pas forcément leur jeter la pierre en les incendiant. Bon, ce qu'on peut imaginer quand il nous dit que les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Donc, ce qu'il dit que pour en arriver au stade où il est aujourd'hui, où Montesquieu vit, donc le XVIIIe siècle, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait. Et enfin, pour lui, il faut avoir ce cheminement en tête. Ensuite, il dit quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Donc là, c'est le fondement, si vous voulez, déjà à l'époque de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que le citoyen ou l'accusé, pour prendre le terme judiciaire, l'accusé pendant très longtemps arrivait coupable. Et puis ça se fera encore plus sous la Révolution française, où là c'est le point culminant, si vous voulez, paroxysme quasiment. Même si, bon, ce paroxysme-là se retrouvera par la suite en URSS avec les grands procès de Moscou, et c'est la même chose. Mais pour rester plus proche, pendant la Révolution française, avec le tribunal révolutionnaire, vous pouviez être accusé alors que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que si votre voisin vous faisait chier, eh ben, vous allez au tribunal et puis vous dites mon voisin est anti-révolutionnaire, même si votre voisin a beau être un pur révolutionnaire qui a adhéré à un club, qui a adhéré aux Jacobins, etc. Donc le bon révolutionnaire, si vous voulez. Votre voisin, enfin vous, du coup, vous avez décidé vous avez décrété que c'est un anti-révolutionnaire, eh bien, il va être porté devant le tribunal, et puis le tribunal va pas tellement chercher si c'est vrai ou si c'est faux. Ils vont dire, bah, puisqu'on a dit la rumeur et une personne a dit que vous étiez anti-révolutionnaire, anti-républicaine, directement à la guillotine, ça va plus vite, hein, on s'embête pas à faire un jugement. Pendant très longtemps, le tribunal révolutionnaire, ça a été ça, hein, avec Robespierre quand il y a eu la terreur. Donc bon. Donc là, il n'y avait pas de présomption d'innocence, hein, on était coupable directement. Hein. Et puis sur simple fait, sur une accusation qui peut venir d'une simple personne, c'est-à-dire d'une accusation qui n'a même pas de preuve. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Donc là, Montesquieu, lui, formule l'idée de cette présomption d'innocence. Quand l'innocence du citoyen n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Et alors Montesquieu, lui, ne ferait pas référence au tribunal révolutionnaire, mais il pourrait faire référence à une pratique royale très ancienne qui va être abolie durant la Révolution française. C'est la lettre de cachet. Avec la lettre de cachet, l'innocence c'est même pas un citoyen parce que c'est un sujet en soi, mais l'innocence du sujet ou en République du citoyen n'est pas assurée. Parce que la lettre de cachet, en fait, c'est une lettre royale, donc émanant du roi directement, écrite par sa main, et qui ordonne l'emprisonnement d'une personne. Alors, ça va du noble au paysan. Hein. C'est-à-dire que ça peut être tout le monde. Le roi a le droit d'emprisonner qui il veut. Je dis bien qui il veut. C'est un pouvoir royal immense. Donc, bien évidemment, ça peut être des opposants, mais ça peut très bien être qui veut. Voilà, ça peut être un élément gênant du peuple. Le roi n'a qu'à faire une lettre de cachet, hop, la personne est envoyée soit à la prison du Temple ou à la Bastille, et voilà, et l'affaire est réglée. Donc cette lettre de cachet, après longtemps, a été considérée, et en soi à juste titre, hein,
comme une atteinte d'une part à la liberté. Et donc, peut-être que Montesquieu, on n'est pas sûr, hein, là, c'est pas forcément qu'il pense à ça, mais quand il dit que l'innocence du citoyen ne peut pas être assurée quand la liberté ne l'est pas, en soi, la lettre de cachet, on peut la considérer comme fossoyeuse de la liberté, parce que c'est comme une épée de Damoclès que vous avez sur la tête. Hein, c'est-à-dire que dès que vous allez donner votre opinion, forcément, vous allez avoir la lettre de cachet au-dessus de vous et vous savez très bien qu'elle peut tomber à n'importe quel moment. Voilà. Donc, comme en guise d'exemple, on pourrait prendre la lettre de cachet. Donc, par la suite, il nous dit les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquérera dans d'autres, sur les règles plus sûres que l'on puisse tenir des jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. Donc, les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays. Voilà, c'est assez clair. Hein. Donc, c'est un héritage qui vient d'autres pays. À cette époque-là, l'un des grands exemples reste, dans une certaine mesure, la Grande-Bretagne. Puisque la Grande-Bretagne, c'est la terre de l'habeas corpus, hein, et d'autres réformes, non pas liberticides, plutôt libertaires, qui vont donner de la liberté au peuple anglais, mais même plutôt au Parlement anglais, même si l'Angleterre reste dans une monarchie, donc c'est ça qui coince un petit peu avec certains philosophes des Lumières. Mais sur certains points, sur certaines réformes, les philosophes des Lumières peuvent être assez envieux de l'Angleterre. Donc, les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays, donc on peut penser à ça, et puis on peut penser à des héritages beaucoup plus anciens, et que l'on acquérera dans d'autres. Ça va de soi. Donc, ces connaissances se portent sur les règles plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels. Donc, les règles plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, donc ça, c'est ce sur quoi on devrait acquérir, ou on va acquérir des connaissances, ou des manières différentes d'aborder le sujet. Donc, des règles de justice, des règles plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels. Donc, des règles de justice qui assureront une meilleure justice, ou une justice plus équitable. Intéresse le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. Donc, au-dessus de tout, il met l'idée qu'il faut que les jugements criminels soient, répétition, mieux jugés. Mais c'est en soi ce qu'il nous dit. Et puis on pourrait dire, ouais, mais moi je considère que la liberté est plus importante. Oui. Il faut se souvenir de ce que Montesquieu nous a dit juste avant. Avec sa chaîne logique Montesquieu, lui il va dire, moi je suis d'accord avec toi, la liberté est très importante, mais si tu veux arriver à la liberté, il faut qu'il y ait des lois fonctionnelles et qui marchent bien. C'est-à-dire pas des lois à la loi qui t'enferment quand tu veux, comme la lettre de cachet. Donc c'est même pas une loi en plus, mais bon. La base de tout pour Montesquieu, ce sont les lois. Et à partir des lois, si les lois sont bien faites, peut se développer la liberté. Donc c'est en soi ce qu'il faut retenir de ces passages, c'est ça, que les lois sont le fondement, ou pour faire du jardinage de terreau, le terreau de la liberté. Et ça, c'est très important
chez Montesquieu, cette idée-là, d'avoir une bonne exécution de la justice. Ah oui, bah, j'avais oublié qu'il y avait. Je croyais que c'était la dernière partie, j'avais oublié qu'il y avait cette partie-là aussi. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Et ce n'est que sur la pratique de ces connaissances, c'est-à-dire, il dit, oui, c'est bien d'avoir des connaissances, mais il faut les mettre en pratique aussi. Hein. Ce n'est que sur la pratique de ces connaissances que la liberté peut être fondée. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ces connaissances judiciaires nouvelles, pour Montesquieu, si elles sont appliquées, de là va naître la liberté. Après, il nous dit, et dans un État qui aurait là-dessus les meilleures lois possibles, donc un État avec les meilleures lois possibles, et un homme à qui on ferait son procès, donc un homme avec un procès, et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus libre qu'un Bacha ne l'est en Turquie. J'ai fait une petite feuille explicative, mais je l'ai perdue, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bref. Là, il utilise une image assez forte. Il prend l'image du Bacha en Turquie. Alors le Bacha, j'ai cherché, en réalité, c'est le Pacha. Alors je ne sais plus dans quel sens ça marche, parce que c'est un terme qui, en réalité, a été arabisé. Parce que je crois que le terme, ça doit être le terme turc doit être Bacha et le terme arabe Pacha, ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est la même chose. Et, dans l'imagerie populaire, on parle plutôt d'un Pacha. Hein. Alors, on ne sait pas vraiment, ce serait une sorte de ministre, et également une personne qui dirigerait un bout de terrain, l'équivalent des proconsuls à la période romaine. Donc ce seraient des sortes de proconsuls qui seraient responsables d'une province, des gouverneurs de province en réalité. C'est ça qu'aurait été, à cette époque-là en tout cas, le Bacha en Turquie. Et donc il utilise cette image du Bacha en Turquie. Donc un gouverneur de province, comme évidemment on imagine qu'un gouverneur de province, c'est un certain prestige, et une certaine liberté. Alors vous allez dire, mais pourquoi il y a de la liberté? Eh bien, ce qui est important là-dedans, c'est le procès. Hein. Donc, dans un État, il y a deux choses même qui sont importantes en soi. Une chose, les meilleures lois possibles. Donc, c'est-à-dire des lois qui sont à la page, si vous voulez, ou des lois qui sont fondées sur des connaissances de divers pays, etc. Donc, des lois réformées, qui marchent bien. Et cet homme dont on ferait son procès. Donc, un procès. Donc là, une justice qui marche. C'est plus une justice arbitraire, comme ça a été pendant tout le Moyen-Âge. On revient sur une idée de justice. Et le procès, c'est bien évidemment à l'antique. Derrière le procès, il y a l'idée d'antiquité qui traîne. Hein, chez les Grecs, on faisait des procès, pensez au procès de Socrate. Ah, qui est un texte magnifique également. Bon, avec toutes les déclamations qu'il y a eu durant son procès à Socrate. On sait bien comment ça finit, mais bon. À l'époque grecque, il y avait un procès, vous étiez traduit devant une sorte de cour de justice, si vous voulez, et puis vous deviez défendre. Alors bien évidemment, euh, ceux qui étaient des beaux parleurs sortaient mieux que ceux qui ne maîtrisaient pas l'éloquence. Donc Socrate a était très à l'aise sur ce point de vue-là. Et les jurés, si vous voulez, qui étaient en face, savaient très bien qu'il serait mené en bateau par Socrate, parce que c'est un orateur extraordinaire. Bon, voilà. N'empêche que, bon, le procès, voilà. Mais, en tout cas,
peu importe la sentence, parce que vous voyez, la sentence, il prend même une sentence qui est négative. Donc il aurait pu dire, eh bien, et qui est relâché le lendemain, ou qui est remis en liberté. Non, il prend une sentence négative, exprès, pour insister encore plus vraiment sur le contraste qu'il veut faire. Et qu'il devrait être pendu le lendemain. Donc en plus, il ne reste plus qu'un jour à vivre. Il sait qu'il va être pendu, mais il a été jugé dans un procès avec des lois. Et ça, pour Montesquieu, c'est fondamental. Et il dit que cet homme-là, même s'il meurt pendu le lendemain, il serait plus libre qu'un Bachar en Turquie. Donc plus libre qu'un gouverneur de province, donc plus libre, si vous voulez, en soi, qu'un noble. Qu'un homme de l'époque. Un homme de l'époque de Montesquieu, donc un homme du XVIIIe siècle. Donc l'image est très forte. Et très forte parce qu'il fait une comparaison au Bachar. Et est très forte parce que, malgré le destin funeste et funèbre qu'attend le condamné, il a été jugé dans un procès. Et donc là, vous avez une fois de plus cette idée, cette importance, cette idée voilà, de la loi comme fondatrice de liberté. Donc maintenant, on va passer à un troisième texte, toujours tiré de l'esprit des lois, donc livre 12, chapitre 4. Donc celui-là, je ne vous le lis pas parce qu'il est assez long, et on va passer directement au découpage. Donc, premier ici paragraphe, c'est le triomphe de la liberté. Donc on reste sur en soi le même sujet qu'avant. De toute façon, ce sont des chapitres qui ne sont pas très loin parce que je vois que c'était chapitre 2. Voilà. C'est ça. Donc on est au chapitre 2. Et donc là, on est au chapitre 4. C'est le triomphe de la liberté lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse. La peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose. Et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme. Donc là, il y a une précision à l'idée qu'il avait amenée juste avant, donc l'idée de procès, etc., à l'idée que les lois doivent être réformées. C'est le triomphe de la liberté lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Donc c'est les lois d'aujourd'hui. C'est-à-dire que à chaque peine ou à chaque crime, sa loi. Tout l'arbitraire cesse. La peine, ne descend point du caprice du législateur. Oui, s'il y a des lois, elles sont là pour borner, pour délimiter les jugements. Donc, ce n'est plus en fonction du caprice du législateur ou de la mauvaise humeur. Et donc là c'est ce qui interviendra, par exemple, sous la Révolution française, avec l'accusateur public, Fouquier-Tinville, qui, lui, en fonction de ses caprices, c'était souvent des caprices de manière négative. Voilà, l'époque révolutionnaire, c'est surtout en fonction des caprices de vos juges. Si vos juges sont dans un beau jour, ça va, vous allez être relaxé, mais s'ils sont dans un mauvais jour, vous pouvez toujours courir. Eh bien, avec des lois, Montesquieu dit tout ça va cesser. Donc, la peine ne vient plus du caprice du législateur, mais de la nature de la chose. Donc, en fonction de ce que vous avez fait comme crime. Et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme. Donc, ce n'est pas le législateur ou le juge qui s'en prend à l'accusé, c'est l'accusé qui est jugé par la loi, et la loi a comme interprète le juge, ici, / législateur. Le législateur n'est que l'interprète, n'est que le représentant, bah oui, ça va de soi, représentant de la loi, on en parle encore aujourd'hui, donc n'est que le représentant interprète de la loi. Comme dans les religions, les prophètes ne sont que les interprètes
la volonté divine. Et bien ici, le législateur n'est que l'interprète de la volonté de la loi. Donc ce n'est plus réellement un duel homme contre homme qui s'opère. Donc, par la suite, il nous détaille, donc il y a 4 sortes de crimes. Ceux de la première espèce choquent la religion. Oui, c'est assez clair, donc ça peut être un blasphème, par exemple, ou autre chose. Ceux de la seconde, les mœurs. Donc les mœurs, ça peut être le libertinage. Ceux de la troisième, la tranquillité. Alors la tranquillité, ça peut être des fêtes très arrosées qui finissent dans la rue. Bon. Ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens. Donc là, la sûreté des citoyens, donc c'est la même idée que la sécurité. Et donc ça peut être des volontés terroristes, par exemple. Les peines que l'on inflige doivent dériver de chacune de ces espèces. Donc la peine qu'on va vous donner n'est plus en fonction du législateur, mais elle doit être opérée en fonction de la catégorie dans laquelle celle-ci se trouve. Si c'est un crime de religion, de mœurs, de tranquillité ou de sûreté. Je mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrilèges simples. Donc, comme je vous l'ai dit, ceux qui l'attaquent directement, ça va être un blasphème. Ou ça peut être également attaquer un représentant de Dieu. Donc, c'est attaquer à des curés, à des prêtres. Là, de plus, ça peut être en soi quelque chose qui choque la religion. Et en plus, ça peut être un crime de sûreté. Deux peines. Car les crimes qui en troublent l'exercice sont de nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, et doivent être renvoyés à ces classes. Donc les crimes qui troublent la religion, on va les renvoyer à la tranquillité et à la sûreté, mais ils ne s'attachent pas, du coup ils ne sont pas classés, si vous voulez, dans les crimes de la première espèce ou des crimes de religion. Donc ici on a un gros pavé. Donc pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée de la nature de la chose. Donc la nature de la chose, c'est ce qu'il nous a dit juste avant. Donc pas sur les caprices du législateur, mais sur la nature du crime, la nature de la peine. Enfin, non, la chose, c'est du crime. Donc pour que la peine des sacrilèges soit tirée de la nature de la chose. Elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion. L'expulsion hors des temples, la privation de la société des fidèles, pour un temps ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations. Donc la peine doit priver tous les avantages que donne la religion. Donc, on est expulsé hors des temples, on est privé de la société des fidèles, pour un temps, pour toujours, on va fuir devant vous, les extrications, on va vous détester, on va vous conjurer. C'est ce que Montesquieu entend. C'est comme ça que la peine doit s'infliger dans les crimes de religion. Par la suite, il nous le dit dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l'État. Les actions cachées sont des ressorts de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique,
il n'y a point de matière de crime. Donc, un blasphème, en soi, ne peut pas être jugé. Parce que le blasphème s'attaque directement à la divinité, mais ne s'attaque pas à un représentant sur terre de Dieu. C'est pas comme si vous alliez foutre une poire au curé. Là, vous troublez, la tranquillité et la sûreté de l'État. Et par la suite, vous perdez tous les avantages que donne la religion. Bon. Mais si vous blasphémez, Montesquieu dit blasphème, d'accord, mais blasphème, pas crime. Parce que ça s'attaque à la divinité. Tout s'y passe entre l'homme et Dieu, donc reconnaissance de Dieu, qui sait la mesure et le temps des vengeances. Donc là, c'est intéressant, parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne juge pas le blasphème, ou du moins il ne cherche pas la justice humaine, comme il le dit, de juger le blasphème, mais en revanche, ce crime ne reste pas impuni, il va être puni par Dieu lui-même, qui sait la mesure et le temps des vengeances. Donc soit il va être puni dans sa vie humaine, hein. Donc, soit il va mourir et puis on va lui dire bah tiens c'est Dieu qui t'a puni pour ton blasphème, ou alors il sera puni plus tard, c'est-à-dire que lorsqu'il arrivera au purgatoire, il sera envoyé en enfer. Voilà. Par la suite, il nous dit que si, confondant les choses, le magistrat cherche aussi le sacrilège caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est pas nécessaire. Il détruit la liberté des citoyens en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies. Donc, s'il nous dit qu'un magistrat confond ce qui trouble la tranquillité et la sûreté avec, donc qui doit être réglé par la justice humaine, avec des choses qui devront être réglées entre l'accusé et Dieu. Mais si, en plus de ça, il cherche le sacrilège caché, donc justement, à savoir, par exemple, s'il a blasphémé, il porte une inquisition, donc terme qui renvoie directement à la religion, sur un genre d'action où elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si le magistrat cherche à savoir s'il a blasphémé chez lui quand il était tout seul, si ça fait partie de la vie privée, également, il n'est pas venu pour être jugé pour ça. Et le magistrat cherche quand même. Et Montesquieu dit ça, ça détruit la liberté des citoyens en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies. Donc le magistrat va lui dire, vous êtes inconscient, blasphémé, etc. Et donc, prendrait même le risque de le condamner alors qu'il n'a pas le droit. Tout ça parce que il se placerait du côté de la justice. Et donc forcément, on aurait une bonne image de la justice. Il nous dit, le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la divinité. Ah oui, ça c'est le principe de l'Inquisition en soi, et de raser les hérétiques. Hein, c'est pour en soi venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité et ne la venger jamais. En soi, il nous dit, il faut laisser la liberté de culte, il faut laisser faire
le fait d'honorer la divinité, et remarquez qu'il ne dit pas Dieu. Bon, il y a un D majuscule à divinité, mais bon, le fait qu'il dit simplement divinité, il n'exclut pas la possibilité qu'on prie Allah ou qu'on prie Yahvé. C'est pas exclu, en tout cas. Il ne dit pas il faut venger Dieu. Il faut venger la divinité. Donc, imaginez l'ambiguïté. Même si, dans dans la bouche d'un occidental du XVIIIe siècle, européen, français, forte chance que ce soit une référence à Dieu. Mais bon, on n'en est pas sûr. Donc il faut faire honorer la divinité, donc il faut garder la liberté de culte, il faut garder les établissements religieux, des cathédrales, des églises. Et il ne faut pas la venger. Bah oui, je me souviens, il faut se souvenir de ce qu'il a dit. Il a dit de toute façon, l'histoire de vengeance, ça se réglerait entre l'homme et Dieu. Le jour du jugement dernier et du purgatoire. Bon. En effet, si l'on ne conduisait pas cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine. Donc il nous dit que si on cherchait à venger la divinité parce qu'elle était blasphémée, il nous dit que ce procès en soi durerait une infinité et non plus, ils se régleront sur une infinité, non plus sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine. Donc si vous voulez, l'échelle du temps serait complètement bouleversée. Et donc pour Montesquieu, il ne faut pas bouleverser cette échelle du temps, il faut la conserver en ne jugeant que ce qui trouble la tranquillité et la liberté. En ne s'attaquant pas, en ne jugeant pas tout ce qui s'attaque à la divinité elle-même. Ça, il faut le laisser se régler entre la divinité et l'homme. Car si on commence à s'attaquer à ça, on n'a pas fini. Voilà. Maintenant, dernier texte, livre 15, chapitre 5. C'est le dernier extrait que l'on va voir de Montesquieu, un extrait qui traite d'un sujet épineux, à savoir l'esclavage. Il commence ainsi. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Donc il nous annonce qu'il va exposer son propos si on lui avait demandé son avis sur le droit de l'esclavage des peuples noirs, entre autres d'Afrique. Donc il dit, les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, c'est vrai, pense à la colonisation et notamment aux Espagnols et les conquistadors qui ont massacré les peaux rouges au XVe siècle et au XVIe siècle, et même après. Ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, ce qui est vrai. Historiquement, c'est vrai. Pour s'en servir à défricher tant de terres. C'est vrai que du manque de main-d'œuvre en Amérique, on allait chercher de la main-d'œuvre en Afrique. Donc, du coup, ici, c'est une légalisation en soi, ou une rentabilisation, ou une explication logique plutôt, de l'esclavage. Et on dit, les peuples d'Europe avaient exterminé ceux d'Amérique, du coup, on a dû aller chercher quelqu'un d'autre, et on allait chercher en Afrique. Donc, en Afrique,
comme il y a une majorité de population noire, forcément, on s'est retrouvé à pratiquer l'esclavage des Noirs. Donc, c'est ce que Montesquieu nous explique. Donc, pour lui, voilà, il nous donne une explication logique de l'esclavage. Alors, la suite, il nous dit le sucre serait trop cher si l'on faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Deuxième argument. Premier argument, qu'il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait plus assez de monde en Amérique. Deuxième argument, si on faisait travailler le sucre par des citoyens, ça ne reviendrait pas assez cher. Bah oui, parce que le citoyen, même le citoyen le plus bête de base, il faut le payer. Il faut qu'il ait un pécule, aussi bas soit-il. Ah oui, mais il a beau être bas, il faut le multiplier, je ne sais pas, peut-être par 50, que vous avez une exploitation de sucre, ou d'agrumes, ou de coton, ou de tabac, hein, dans des colonies, en Amérique. C'est pas un seul esclave qui travaille, c'est une quantité énorme d'esclaves. Et plus le temps va passer, plus au XVIIIe siècle, les plantations vont grandir, et ça va devenir des domaines immenses. Bon. Alors, si vous devez payer toutes ces personnes-là, eh bien, en effet, le sucre serait trop cher. C'est-à-dire que on vendrait à la métropole un produit à des sommes exorbitantes et au final, le commerce ne marchera pas. Donc, du coup, pour éviter d'avoir à payer ceux qui travaillent, on prend les esclaves qui ne travaillent pas. Enfin, qui travaillent, pardon, mais qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rémunérés. Et donc, du coup, la marge de bénéfice est énorme, évidemment. Même si il faut quand même payer tout le traitement du sucre. Hein, parce que le sucre, il est récolté sous forme de canne à sucre, mais après, il y a tout un traitement qui se fait pour pouvoir, par la suite, expédier dans la métropole. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Donc là, on a une description par Montesquieu des esclaves. Donc les esclaves sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête. Et donc il va même jusqu'à quelque chose de plus précis. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Bon, ça peut surprendre comme affirmation. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Sous prétexte qu'ils ont le nez écrasé, il est impossible de les plaindre. C'est-à-dire que Montesquieu entend par là qu'ils sont noirs et ils ont le nez écrasé, eh bien ils ont déjà de la chance en soi d'être esclaves et de travailler dans une plantation. C'est pour ça que Montesquieu nous dit qu'il est impossible, presque impossible de les plaindre. Parce que pour eux, c'est déjà très bien d'être esclave dans une plantation de sucre. Ce qui est évidemment abominable comme discours. Donc vous voyez, ça tranche hein, avec ce qu'on dit juste avant, et l'esprit législateur, etc., progressiste. Et quand on arrive sur des questions comme ça, certaines fois, on peut avoir des attentes bouleversées, parce que d'un homme qui revendique la liberté avec les lois, etc., on ne s'attendrait pas à avoir un discours comme ça sur l'esclavage. Comme quoi, c'est possible. Alors là, il continue pour enfoncer vraiment le clou. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme surtout bonne dans un corps tout noir. Alors là, on atteint un paroxysme. Donc il nous dit que on ne peut même pas imaginer que Dieu ait pu mettre une âme dans un corps noir. Donc c'est-à-dire que les noirs, pour Montesquieu, n'ont pas d'âme. Et s'ils en ont une, elle est mauvaise. Donc c'est encore un argument pour dire ce sont des hommes mauvais, donc Dieu nous en voudra pas de les réduire en esclavage. Parce qu'ils sont mauvais, donc en accord avec Dieu, parce que c'est ça, en accord avec Dieu, hein, on peut pratiquer l'esclavage.
Par la suite, il est si naturel, pardon, c'est pas ce, c'est deux. Attendez, je vérifie sur le texte original. Mais oui, c'est bien deux. Hein. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie qui font des eunuques privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. Donc, il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité. Alors, il nous parle des peuples d'Asie qui font des eunuques, donc on leur coupe les parties génitales, donc que les peuples d'Asie qui font des eunuques privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. Il est si naturel de penser, que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. Là, l'ambiguïté dans cette phrase n'est pas forcément facile. Il y a un sens qui n'est pas forcément facile à comprendre. Ce qu'on peut en tirer, c'est que pour Montesquieu, il considérerait sans doute que la couleur ne serait pas l'essence de l'humanité, et qu'il y a un rapport entre les peuples noirs et les peuples blancs, on peut dire ça comme ça. Il y a un rapport plus marqué, donc c'est un rapport plus marqué encore que ceux des Asiatiques qui font des eunuques. Donc c'est-à-dire qu'il nous dit vraiment qu'il y a une vraie différence très marquée, pour lui, entre les peuples blancs et les peuples noirs. Par la suite, il nous dit on peut juger de la couleur de peau, la couleur de la peau, par celle des cheveux, qui chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Donc il nous dit que la couleur, on peut juger la couleur de la peau également par celle des cheveux. Donc l'humanité, l'essence de l'humanité, on pourrait juger également par la couleur des cheveux en soi. Donc il nous dit chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Donc sans doute des roux, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Du coup, on s'acharnait sur les roux, puisque sans doute, la couleur c'est même sûr, leur couleur des peaux, enfin leur couleur de cheveux était différente de celle des autres Égyptiens. Une preuve que les nègres n'ont pas l'essence commun, c'est qu'ils font plus d'un cas d'un collier de verre que de l'or, qui chez les nations policées est d'une si grande conséquence. Donc il nous dit que les nègres n'ont pas, enfin les noirs n'ont pas l'essence commun, parce qu'ils vont plus ils font plus de cas. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus de pieds et des mains et peut-être chercher à voler, carrément, aller jusque-là. Un collier de verre plutôt que de l'or. Il dit chez les nations policées, donc en soi où il y a de la justice, où il y a de la police, est d'une si grande conséquence. Donc c'est-à-dire qu'ils vont plus se battre pour un collier de verre que pour de l'or.
Alors que bien évidemment, chez les nations policées, ou chez les nations, on pourrait dire, puisque c'est un petit peu ce qu'il entend, civilisées en soi, eh bien, si on cherche à voler, par exemple, de l'or, ou à voler un collier d'or, évidemment un crime, et on doit être traduit devant la justice. Bon. Eh bien là, il nous dit que pour lui, le peuple noir, eh bien, ne s'intéresse pas à l'or et font plus de cas pour un collier en verre. Donc il n'y a pas le même rapport à la matière. Ce qui, en soi, n'est pas totalement bête. Hein, parce que si on lit des ouvrages d'anthropologie, eh bien, c'est vrai qu'on peut déceler que dans certaines communautés, eh bien, le rapport n'est pas forcément même que chez les Occidentaux. Des rapports à certains objets qui sont différents. L'idée de rareté et de valeur, en soi, elle n'est pas naturelle. Hein, elle est fixée, elle est sociétale. Elle est fixée par la société. C'est la société qui décide que l'or, ça a de la valeur, le diamant, ça a de la valeur, et que le charbon et le verre, ça n'a pas de valeur. Ah, naturellement, c'est pareil, hein. Ce qui change, c'est la composition chimique. Et bon, je veux dire, aux yeux de la nature, c'est la même chose. Il n'y a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Non. C'est la société. C'est la culture, même aujourd'hui, c'est plus la société, c'est de la culture. C'est culturellement qu'on décide que cette chose a plus de valeur qu'une autre. Mais si vous allez dans des sociétés complètement différentes, eh bien, ce principe de valeur peut être totalement inversé et le principe de valeur, certaines fois, ne peut même pas exister. Donc, mais bien évidemment, c'est pas ce raisonnement-là qu'il aborde. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, si on était au 19e siècle, et même au 20e siècle, ce serait formulé autrement et dans la bouche d'un anthropologue, ce serait totalement logique. Voilà. Donc ensuite, il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Donc alors déjà, qu'ils n'avaient pas d'âme, maintenant ils sont plus des hommes. Parce que si nous les supposions hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'idée qu'il nous avait dit qu'il y avait la mauvaise âme. Eh bien, pas grâce à Dieu, j'allais dire, avec l'accord de Dieu, dans le respect de Dieu et de la religion chrétienne, on peut les faire esclaves parce que, on a dit, ils n'ont pas une bonne âme, et puis en plus, du coup, maintenant, ils ne sont plus des hommes. Et il nous dit, parce que si on supposait que c'était des hommes, eh ben, on serait nous-mêmes mauvais chrétiens. Parce qu'on réduirait l'autant d'esclavage. Donc, c'est pas vous, aimez-vous les uns les autres. Là, ça marcherait plus. Donc, le message chrétien serait bafoué. Donc, pour faire rentrer ça dans la société et pour en soi le légaliser, eh bien, on dit, ben, les Noirs ne sont pas des hommes. Comme ça, on peut faire l'esclavage tranquille en restant chrétien. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Donc là, il dénonce les anti-esclavagistes, qu'il appelle, avec un petit pic qu'il envoie, petits esprits. Car si elle était telle qu'ils le disent, donc l'injustice, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? Donc, ce qu'il nous dit, c'est que s'il y avait vraiment de l'injustice dans l'esclavage et dans le traitement réservé aux Africains noirs qui travaillent dans, euh, dans les colonies, si c'était vraiment aussi injuste et aussi dégueulasse qu'on le raconte, il nous dit les princes d'Europe, illuminés, souverains, il nous dit en plus, il envoie un petit pic, il dit ici, qu'ils font entre eux tant de conventions inutiles.
Il dit si c'était vraiment si injuste, il ferait une convention générale en faveur de la miséricorde et de la pitié envers les esclaves africains. Et ce qu'il nous dit, c'est bah, finalement, il faut arrêter, être esclave, c'est pas si terrible. Vous voyez ce discours de Montesquieu sur l'esclavage, eh bien même avec un philosophe des Lumières, on peut retrouver quelqu'un qui défend l'esclavage. Ça peut surprendre. Et donc pour finir, je vous ai mis, vous affichez ça, hein, c'est Médéric Louis, vous avez son image ici, Médéric Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, né en 1750, mort en 1819, qui, sous la Révolution française, s'est occupé un petit peu des colonies et qui a réalisé un grand ouvrage sur la topologie euh, du côté de Saint-Domingue, un ouvrage conséquent. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, ce qui est important de noter, en fait, je vous l'ai mis ici, c'est pour vous prouver que c'est également dans la culture en réalité, et qu'on va plus loin que la différenciation entre blanc et noir. Là, vous avez ici toutes les nuances produites par les diverses combinaisons du mélange des blancs avec les nègres et des nègres avec les Caraïbes ou sauvages ou indiens occidentaux et avec les indiens orientaux. Donc ici, vous avez la combinaison du blanc, combinaison du nègre. Et donc vous avez en fait ici tout un vocabulaire qui s'est mis autour du fait que, donc ce qu'il entend par mélange en soi, c'est un accouplement, hein. Donc une relation sexuelle entre un blanc et un noir, et du coup il y a tout un vocabulaire, vous voyez ici, d'un blanc et d'une, ce qu'il appelle négresse vient un mulâtre, d'un blanc et d'une mulâtresse vient un cartéron, d'un blanc et d'une cartérone, un métis, etc. Mamelouk, sans mêler qui s'approche continuellement du blanc. Et donc vous avez tout un langage qui s'est créé. Alors à la fois c'est horrible, hein, parce que c'est vraiment de la stigmatisation, mais à la fois c'est magnifique parce que c'est un travail de recherche énorme, conséquent. Et puis voilà, cette catégorisation la population, vraiment de créer cette chose-là. C'est très intéressant pour faire de la sociologie et de voir comment fonctionnait la société à l'époque. Donc lui, il est bon, mais il est en 1750, donc il est en soi assez postérieur. Non, il naît durant le mouvement des Lumières. Donc son enfance, il la passe dans ce mouvement des Lumières. Mais lui, voilà, va défendre également la cause esclavagiste, la défendre dans le sens de la poursuivre, hein. Il est sur le même trait que Montesquieu, par exemple. Et donc, voilà, il publie cet ouvrage, etc. Et donc, c'est une sorte de rapport, en fait, qu'il va faire, hein, et qu'il explique, notamment, il y a des passages où il parle de la condition esclave et comment on traite les Noirs à Saint-Domingue, etc. La position euh, de la royauté française, enfin des colons français face à cette population qu'il qualifie d'indigène, etc. Donc il y a toute une étude topologique également, très intéressante. Bon, bien évidemment, il faut prendre ça avec le recul de l'historien, hein. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Mais pour faire de la sociologie, c'est très intéressant. Vraiment, j'ai plus rien après. Voilà. Donc du coup, je vous remercie, hein, pour cette écoute de ce cours du coup un peu plus long qui a dû durer un peu plus d'une heure, je crois. Et donc, je vous dis à très vite pour un prochain philosophe. Je ne sais pas encore qui on va faire, sans doute Rousseau. On parlera de Rousseau et on verra tout ça avec notamment le pacte social. Mais je vous reparlerai de tout ça la dernière fois. Voilà donc, j'en ai fini et je vous dis à très vite.